Alors, on va commencer. Christian Rosati, tu es coach holistique, hypnothérapeute et j'ai l'impression que dans ta vie, tu as été sur plusieurs chemins bien différents. Il y a eu les chemins de fer quand tu étais contrôleur de train, les chemins de l'Amérique du Sud quand tu t'es expatrié, les chemins de l'addiction que tu as expérimenté très jeune, puis le chemin de la guérison et le chemin de Compostelle en avril 2025 où tu as marché durant plusieurs mois. Tu as créé ta pièce de théâtre, J'ai pas de problème, qui parle justement des addictions et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui nous remet en marche et pourquoi on se relève? Qu'est-ce qui nous pousse à avancer? Faut-il planifier le futur ou alors c'est le moment présent qui nous guérit? À travers ton expérience, j'aimerais connaître le rôle du chemin et du processus dans la transformation. Ma première question, c'est avec tous ces chemins que tu as empruntés, est-ce qu'aujourd'hui, tu es arrivé à destination? Le chemin, c'est la destination. Ça commence bien. C'est, c'est, il- pour moi, il est important d'avoir des buts, des objectifs dans la vie. Et, le moment présent, c'est le chemin, en fait. C'est ce qu'on parcourt à l'instant pour arriver à ces objectifs. C'est un mélange de ce qu'on appelle le lâcher-prise et de discipline en même temps, de régularité. Tu parlais du chemin de Compostelle. Au début, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Il y a des jours, tu as envie d'abandonner, il y a des jours, tu en as marre. Et quand tu arrives à destination, tu es arrivé. Et tu sais pas comment tu es arrivé. Mais tu y es arrivé. T'en peux plus. Des jours, tu es mort physiquement. Mais tu es arrivé à destination. Et une fois que tu es à destination, eh ben, en fait, tu te rends compte que c'est pas le but. Le but, c'est ce qu'on vit sur le chemin, justement. C'est les rencontres dans la vie. C'est ça qui motive en réalité. Et il faut cette discipline, en ce qui me concerne, pour marcher. Que ce soit dans les chemins de fer, comme tu l'as joliment dit, 30 ans de ma vie dans les chemins de fer, où j'ai contrôlé des gens, j'ai également été chef de gare, Mhm. j'ai tourné des aiguilles pour les trains, pour les orienter dans la bonne direction. C'est ce que je fais aussi à travers mon travail de thérapeute, c'est de montrer les différents chemins que les gens peuvent utiliser. Et tous les chemins sont justes. Parce que tous les chemins ont quelque chose à nous apporter, tous les chemins ont quelque chose à nous enseigner. Le faux n'existe pas. Tout est juste à la fin. Donc si on revient un tout petit peu en arrière, alors j'ai lu et écouté plusieurs choses sur toi. Euh, Ce que j'ai eu l'impression, c'est que tu as connu des chemins peut-être un peu sinueux très jeune. Et j'ai vu un moment où tu t'es expatrié. Et je me suis demandé, ma première question, c'était, mais est-ce que quand tu t'es expatrié, tu n'as pas fui? Ah oui? Oui. Est-ce que tu veux peut-être revenir un peu en arrière, m'expliquer qui était le Christian adolescent, enfant peut-être même? Je le raconte aussi à travers mon spectacle, hein, dont la dernière sera dans quelques jours. Euh, je suis fils d'immigrés, enfin d'un père immigré italien, d'une mère suisse-allemande, pardon, valaisanne. Et les déménagements, j'en ai fait beaucoup le long de ma vie. Bon, quand tu es petit, tu pas le choix. Il faut suivre tes parents. Tu peux pas dire à 2 ans, non, je vais vivre tout seul. Donc, la vie m'a déjà préparé à aller à l'essentiel, en fait. Tout comme le chemin de Compostelle, ta vie, elle tient dans le sac à dos, en fait. Et je dis souvent aux gens, si dans 5 minutes on doit partir, qu'est-ce que tu prends avec toi? Ok. Dans 5 minutes on part, je t'attends pas. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu mets dans ton sac? De quoi tu as besoin? C'est une question qui fait énormément réfléchir, hein. C'est quoi que tu veux mettre dans ton sac, en fait, pour continuer dans ton chemin? Et moi, tous les chemins que j'ai utilisés, que j'ai marché dans ma vie, m'ont donné des outils, en fait. Ok. J'ai eu le chemin de l'addiction, j'ai commencé, très connement, comme un petit merdeux de 13 ans, à boire ma bière, ma première bière.
c'est cool, c'est quoi le problème? C'est pour rire, c'est pour déconner. Mhm. Et puis après, on glisse, on glisse, on glisse. J'ai fait un apprentissage de contrôleur dans les trains où là, l'alcool était très permissif, même au travail. Je picolais avec mes chefs. Ensuite, c'est moi qu'on a puni, qu'on a muté. C'est pas mes chefs. Jusqu'à arriver au renvoi, tellement mes résultats étaient pas très bons. Mes résultats scolaires, on va dire, d'apprentissage. Euh, Plus petit, j'étais un enfant timide et rebelle à la fois. J'osais pas trop me montrer parce que déjà, j'ai grandi en Valais, à Montana, où le racisme était présent, hein, le sale rital. Je me faisais casser la gueule parce que j'étais le sale rital. Et puis un jour, j'ai tourné. C'est moi qui ai commencé à casser la gueule. Après, on a commencé à me respecter. Et puis après, ben, tu deviens un peu le bad boy, tu deviens un peu le méchant, tout en gardant un peu cette timidité, très introverti. Heu, J'étais quelqu'un aussi qui a très tôt pris en quelque sorte le rôle de chef de famille. Un père tout le temps absent, alcoolique, violent, je défendais ma mère, c'était, cauchemardesque ce qu'on vivait, hein. C'est quelque chose que je continue de dénoncer aujourd'hui, hein. Il faut protéger les gosses, quoi. Il y a aucun enfant, qui doit souffrir des conséquences de ses parents, des comportements des parents. J'excuse pas, mais ça c'est mon cheminement de vie, j'excuse pas les comportements, odieux qu'on a pu avoir avec moi, mais depuis le temps j'ai pardonné, parce que j'ai besoin de vivre en paix. Ça veut pas dire pardonner veut pas dire excuser, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et oui, j'ai exploré plein de chemins, les addictions, ça a été mon premier pétard où je me souviens que j'ai failli mourir. Je me suis étouffé, avec de la fondue. J'avais bien picolé, mangé de la fondue, le bloc de fromage fait bloc dans la gorge, tu t'étouffes et heureusement que ma mère, était là pour m'aider à vomir. Je me suis dit: «Plus jamais». Et puis non, Christian, pour impressionner des filles, bah, il a recommencé, puis c'est devenu, tous les jours alcool et pétard. Je suis parti effectivement, en 2003, je suis parti en Amérique latine. J'avais déjà voyagé 2 fois là-bas. Heu, 1 mois et demi au Pérou avec un pote, 2 mois en Bolivie tout seul avec mon sac à dos et 2003, je prends la décision de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans. Est-ce que tu te sentais peut-être moins responsable de ta famille à ce moment-là? Libre de partir ou... Je me suis jamais du moment que j'ai quitté le domicile familial à l'âge de 16 ans, il y a eu, je l'ai quitté. Ok, Voilà. ouais, ok. Encore aujourd'hui, j'ai très peu de contact avec ma famille. C'est pas que je leur fais la gueule ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai quitté le domicile à l'âge de 16 ans et puis que j'ai fait ma vie, les horaires irréguliers aussi. Tu travailles les week-ends, tu travailles tôt le matin, tard le soir et cetera. Donc tu as un autre rythme de vie. Je l'ai eu pendant pratiquement, 30 ans. Il y a eu une pause de 2 ans et 2 mois, c'est quand j'ai démissionné justement en 2003, Mhm. où je me suis dit: «Je vais aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs». Et puis, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond là-bas. J'ai pris toutes mes économies, j'ai tout vendu, tout ce que j'avais. Je vivais à Montreux à l'époque. J'ai pris un billet, simple course, pour un pays que tu connais qui s'appelle le Pérou et j'ai logé, chez des gens que j'avais connus lors d'un précédent voyage. Heu, je me suis pris des cuites mais monumentales là-bas. Je traînais dans des bars, vraiment vraiment infâmes, j'ai même menacé des indigènes, qui allaient là-bas, des locaux avec mon couteau. J'ai jamais eu de problème avec la police parce qu'on touche pas aux touristes, suisses, hein. Hmm. Et puis un soir, j'ai même fait, suite à une overdose d'alcool et de pétards, je suis tombé dans le coma. J'ai fait un voilà, j'ai fait une expérience de mort imminente. Quelque chose m'a dit, «C'est pas le moment, Christian». Mais alors là, juste, ça veut dire que tu pars au Pérou, Oui, l'addiction te suit, mais est-ce que toi, tu as la volonté
quand même de la soigner. Tu te rends compte que tu es addict même? Ah non. Non, Ah ok. non, non, je le raconte bien, hein, je viens d'un pays qui fait les meilleurs vins du monde. C'est quoi le problème? Ok. Je viens d'un pays où, donc je parle de la Suisse, où, fumer des joints, c'est pas interdit. Donc je pensais aussi d'un côté naïvement que si c'est pas interdit, c'est que le gouvernement, il estime que c'est pas mauvais. Si on met, de la drogue, parce que l'alcool est une drogue légale, c'est juste la Mhm. différence avec d'autres drogues, c'est qu'elle est juste légale. C'est quoi le problème d'en consommer, en fait? Et non, je suis parti, j'ai jamais eu conscience que j'avais un problème avec, avec mes consommations. Jamais. J'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie, malgré que toutes mes relations, elles tournent autour de ça. La Mhm. fête, l'alcool, je raconte aussi que je ne pouvais pas être avec une femme qui ne consommait ni alcool ni pétard. Je pouvais pas concevoir d'être avec quelqu'un de clean parce que je la trouvais chiante, cette personne, quoi. Aujourd'hui, c'est des discours que j'entends: «Ah, t'es chiant parce que tu vois pas». Bah oui, je comprends parce que j'ai parlé pareil, quoi. T'as quelqu'un dans ton entourage qui te dit, là, Christian, t'abuses. Mmh, dans quel sens? Bah, je sais pas, tu sais, peut-être un collègue qui justement est chiant, entre guillemets, qui ne boit pas d'alcool et qui te dit, non, là, tu surveilles ta consommation ou... À l'époque, non, Non, personne. pas du tout. Non, Ok. non, non. Ça pouvait même m'arriver de faire la fête jusqu'à 5 heures le matin. Quand je dis faire la fête, c'est se bourrer la gueule, fumer des pétards jusqu'à 5 heures du matin dans un bar, une disco, et puis de reprendre du service tout de suite après. C'était de fumer des pétards avec les clients dans le train. C'était de finir bourré ma journée de travail. Non, jamais personne, parce que j'ai jamais eu de problème dans le sens de jamais eu de dette, jamais eu de problème de cet ordre-là, quoi, de comportement violent ou ouais, jamais, jamais. Je pense que le fait que mon père était quelqu'un d'extrêmement violent m'a évité d'être violent aussi. Ah, ok. Voilà. Mais si on revient à cet épisode du Pérou, Oui, là, tu es violent. oui, parce que je me croyais tout permis, quoi. Ah ouais? Ah ouais. J'ai de l'argent, je suis riche. En Amérique latine, fallait surtout pas me traiter de gringo. Ah. Surtout pas. C'est hyper raciste déjà, ce mot gringo qui. Et quand je leur demandais à ces gens, mais c'est quoi l'origine de gringo? Ça vient d'où? Personne n'était capable de me répondre. Alors que c'était une expression enfin, pour les soldats américains. Ça veut dire gringo, ça veut dire green, go, vert, go. C'était les militaires, les hommes en vert qui sortaient des tranchées et qui disaient go. C'est de là que ça vient l'expression gringo. Et quand on me traitait de gringo, bah, je disais et toi, indio, l'Indien, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'alcool aidant, ben, je sortais mon couteau. Et si on vient justement à cette... c'est une overdose, c'est ça? Ouais, Tu fais une expérience de ouais, mort imminente. ouais. Tu vois quoi? Je me vois sortir de mon corps. Ok. Je me vois me À pas. l'hôpital? Non, non, j'étais chez l'habitant. Ah, ok. Ouais. J'étais chez l'habitant, des connaissances et j'entends le chien hurler à la mort. Je sais pas si tu as déjà entendu un chien hurler à la mort, c'est horrible. Mhm. J'entends frapper à la porte, crier derrière la porte parce que j'avais fermé la porte de ma chambre à clé derrière moi je comprenais pas ce qui m'arrive puis je me sentais bien en même temps, je partais de mon corps. Mais donc, tu te voyais Ouais, depuis le haut? ouais, ouais, Ah ouais? ouais. Et tu Et te sentais bien? je me sentais aspiré, puis il y avait une voix que je suis incapable encore aujourd'hui d'identifier, que j'aime bien attribuer à celle qui est en tableau derrière moi, qui m'a dit: «Christian, c'est pas le moment». Ok. Et je me souviens être revenu fâché dans mon corps, dire: «Mais pourquoi c'est pas le moment, quoi? Pourquoi?» Et je suis reparti, de plus belle, droit derrière, j'ai continué. Hem
toujours dans le déni. Enfin, je peux même pas parler de déni parce que jamais personne n'avait mis le doigt dessus, de mes Mhm. addictions. Mhm. Jamais personne. Et pourtant, je le raconte, je m'étais promis de jamais finir comme mon père. Et puis, j'ai fait pire que lui. Parce que lui, c'était que l'alcool. Moi, j'ai eu les Mhm. pétards. Mhm. Suite à cette expérience au Pérou, je suis resté 2 mois, je pars en Amérique centrale, au Salvador, où je vais rejoindre une ex-copine. Et son père faisait partie d'un groupe de psychothérapie collective, Ok. comme les alcooliques anonymes. On m'invite, j'y vais, je les écoute, et mais c'est quoi vos putains de problèmes, quoi? Mais on t'invite Pour pour parti parti l'expérience, quoi. pour participer aux réunions, ouais, ouais. Ah ouais. Puis je vois des gaillards, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, qui lèvent la main, qui parlent: «Bonsoir, nanani, je suis un alcoolique, nanana». Je fais: «Mais putain, c'est quoi leur problème, quoi?» Moi, je viens du pays qui fait les meilleurs vins du monde, arrêtez de déconner. Vous savez pas boire, les mecs, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, hein. Tu sais, tu viens avec cette fierté, mais vous savez pas boire, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et j'y assiste, j'écoute. Je trouvais super intéressant les discussions qu'il y avait. Il y avait comme des groupes de travail avec le fondateur de ces groupes, de sorte de questions-réponses. Je trouvais super intéressant la philosophie et tout. Et puis, il y avait des petites graines qui ont été semées, des signes, ouais, des synchronicités, des objets que je voyais qui me rappelaient des choses, particulièrement des statues ou des tableaux de la Vierge, qui me ramenaient à mon enfance parce que quand j'étais petit et que ça gueulait trop, ben, j'allais m'enfuir à l'église du village. Mhm. Et je me mettais devant la statue de la Vierge. C'était pas pour des raisons religieuses, c'était juste que je me sentais bien devant cette statue. Mhm. Je lui parlais, j'ai l'impression qu'elle m'écoutait. Il y avait pas de conscience, de ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité et cetera. Non, c'était juste, je me sentais bien. Oui. Et je revois cette statue, là-bas, donc au Salvador. Le Salvador qui en français veut dire «le sauveur». Mhm. Heu, mais je vis une expérience assez, troublante un jour. Il y a très peu de temps que j'ai compris la tournure de cette phrase. Heu, je me fais braquer par un gangster tatoué de la tête aux pieds, qui me pointe son flingue sur la tête et qui me dit: «Fils de pute, si tu bouges, je te tue». Au Et Salvador, ouais, donc. et là, tu bouges plus. Là, je t'assure que tu bouges plus, quoi. Et il a volé ce qu'il avait besoin de voler, c'était l'autoradio, de la voiture. Et des années après, je me suis dit: «Tiens, c'est un avertissement qui m'a envoyé, que j'ai pas voulu écouter. J'étais au Salvador et pour moi, ça des dizaines d'années après, ça voulait dire: «Si tu bouges d'ici, du Salvador, tu vas mourir». C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. «Si tu OK. bouges d'ici, je te tue. Si tu bouges d'ici, tu vas mourir». Eh ben non, Christian, après, il est parti en Colombie, 2 mois. On a un pote suisse, qui va se marier. J'y vais et là-bas, je touche encore plus le fond. Alcool, pétard, cocaïne, tous les jours. Tous Là, les tous les jours? jours. Je rentrais dans des délires, mais de fou, ce qu'on voit à la télé, moi je l'ai vécu. J'étais en Colombie, j'ai participé à des fêtes où tu as des politiciens, les narcos, voilà, moi j'étais tout le temps invité dans ce genre de trucs, quoi. C'est des trucs de fou, quoi. C'est des trucs que tu vois à la télé. Sauf que moi, c'était la réalité. Et je touche vraiment le fond. Je repars au Salvador 2 mois après, rejoindre, mon ex. Et là, il me continue de me réinviter dans ses groupes. Et Christian, Mais ton ex, oui, elle sait quand même un oui, peu? elle sait sans le savoir. OK. Ouais. Je pense qu'elle avait de l'espoir que, j'arrête. Parce qu'elle, elle avait jamais consommé, une goutte d'alcool ni quoi que ce soit, quoi. Elle avait son père qui avait plus de 30 ans d'abstinence, voilà, elle baignait là-dedans, dans l'abstinence, Mais quoi. son père, il te voyait? Oui, Il te regardait? oui, Mmh. mais pas un mot. Il y a rien de pire que le jugement. Mmh. Ouais. Il y a rien de pire que de dire à quelqu'un qui est là-dedans de lui signaler son problème. Mmh. Il y a rien de pire. Parce qu'après ça va être le déni. Donc il
C'est ce que je fais aussi aujourd'hui, hein, c'est accompagner sans juger, en fait. Et même si je le vois, des fois, j'ai des clients qui sont dans leur consommation, je me tais. Je leur demande juste de ne pas venir en ayant consommé. OK. Voilà. Mais certains, ils viennent quand même en ayant consommé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les graines, elles sont plantées. Donc, je repars au Salvador. Et là, c'est toujours les mêmes discours. Puis, je dis, moi, je repars en Colombie, quoi. Ah ouais, Ah tu ouais, 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 moi, je OK. reste pas ici, hein. Non, non, moi, rester dans leur groupe, non, 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 non. Moi, j'aime la fête, voilà. Et avant de partir, on me file le numéro de téléphone d'un gars que je connaissais pas au Costa Rica, parce que j'ai dit: «Je vais prendre l'avion au Costa Rica pour la Colombie», parce que les billets d'avion étaient moins chers. Donc c'est, plus de 24 heures de bus. J'arrive au Costa Rica, je fais la fête, 2 jours après, j'appelle ce gaillard. J'étais heureux parce que personne répondait. Je continue de faire la fête et 2 jours après, il me rappelle, «On peut aller se boire un café?» Moi, mort de rire, je revenais de mes tournées de bar, je dis: «Ouais, ouais, un café, il y a pas de problème, quoi». On a été boire ce café et je suis jamais parti en Colombie. Ouais, je suis resté là-bas 15 mois. Heu, Au lieu des 4 jours que j'avais prévus, je suis resté 15 mois. Donc au Costa Rica. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien dire parce que je détestais, avec beaucoup d'amour cette personne qui m'avait rappelé. Heu, il est décédé aujourd'hui et Raphaël, il me rappelait tellement mon père aussi dans ses attitudes qu'il avait avec moi, pas physiquement, mais vraiment dans les attitudes, dans l'énergie, et puis il y a quelque chose en même temps qui m'attirait de lui. Et il m'a jamais jugé. Mais Il savait que je consommais, il savait tout ça et puis il m'invitait dans leur groupe et c'est un tout petit groupe là-bas au Costa Rica. Ils étaient même pas une dizaine et il y avait vraiment de tout et il avait ce côté-là et puis il avait des bons côtés et ouais, ça m'interpellait quand même, quoi. J'étais: «Mais» et puis je suis resté parce que en fait, les témoignages que tous ces gens donnaient pendant les réunions, ils ont vraiment percuté à l'intérieur de moi, quoi. Vraiment, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'étais moi aussi un alcoolique, que moi aussi j'étais un drogué. et ce moment précis où tu remarques ça, c'est comment à l'intérieur? Comment est-ce qu'on se sent, hem, quand même Soulagé, au-dessus ou soulagé. soulagé? Ouais, OK. ouais. Et c'est le début d'un long processus qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Heu, j'ai la chance d'avoir connu plein de chemins dans ma vie avant ce moment-là, où ma résilience était déjà bien ancrée, où je me suis toujours relevé, même quand j'étais à terre: «Non, allez, je me relève et on y va, je me relève et on y va, on y va, on y va». Parce qu'il y a toujours eu en moi quelque chose qui me fait dire: «Mais la vie, c'est plus que ça, en fait, quoi». Mmh. Et en fait, beaucoup de pièces du puzzle se sont assemblées quand je suis arrivé à ces groupes, parce qu'il y a plein de choses de ma vie que j'avais vécues avant qui se retrouvaient là-bas. Ouais. J'avais déjà lu auparavant plein de bouquins, développement personnel, spiritualité, ça me fascinait, mais comme je les lisais tout le temps en état d'ébriété, complètement défoncé, c'était de la pure théorie, quoi. Et bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'était ce besoin de me mettre au vert, de faire le point. Mais comme je viens de te raconter, non, c'est tout le contraire qui s'est passé et ben, d'être arrivé, là-bas au Costa Rica, ben, oui, je suis jamais reparti en Colombie, heureusement. Autrement, je ne sais pas si je serais encore là et 2 ans après, d'être parti de la Suisse, je suis parti le 1er avril 2003. 2 ans et 2 mois après, je suis rentré en Suisse et ça a été, très drôle parce que, bah, où je travaillais comme contrôleur à Montreux, donc ils avaient engagé quelqu'un pour me remplacer et quand je suis rentré en Suisse, il s'est avéré que la personne qu'ils avaient engagée pour me remplacer venait de démissionner. Ah! Donc j'ai pu reprendre ma place. Voilà. Mais complètement changé.
Libre des addictions, ouais, 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 ouais. Et j'étais plus le même. Il y avait déjà un gros changement. J'avais déjà des personnes avec qui j'avais pas forcément un grand, attrait, une grande communication, venaient vers moi me dire: «Tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé?» Et là déjà, bah, le fait d'avoir arrêté, mes consommations, tu as aussi ta peau qui change, tes yeux et Mmh. cetera, tu deviens quand même une autre personne, physiquement. Mentalement, je suis devenu beaucoup plus clair. Et je disais avant que c'était le début du processus de guérison et qu'il est encore présent aujourd'hui parce que ça m'a amené à découvrir plein de choses sur moi. Je fais partie de ces personnes qu'on appelle des hauts potentiels, avec hypersensibilité. Bah, oui, j'y retrouve beaucoup d'addicts qui sont des hypersensibles, qui sont des hauts potentiels parce que comme ils arrivent pas à gérer leurs pensées, leur cerveau, ben, il s'anesthésie. Ah! Voilà. Mais j'ai une amie, dont le père est, addict depuis, je pense 30 ans, environ 30 ans, il a des addictions et en fait, elle, à chaque fois, elle avait cette dualité entre, le foutre à la porte, parce que c'était son employé, elle avait son entreprise et lui, il travaillait pour elle, entre le foutre à la porte et vraiment le laisser sans ressources dans la rue pour lui dire: «Maintenant, t'arrêtes ton cirque», ou alors continuer à le prendre par la main et cetera. Je te demande vraiment pas, de la conseiller et cetera, mais tu as dit quelque chose qui m'a marquée. Tu as dit, hem: «On on va pas dire à quelqu'un qu'il a un problème, pas le juger». Mais alors comment on fait? Comment toi, au Costa Rica, tu l'as expliqué quand même un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a aidé et au contraire, qu'est-ce qui ne t'aurait pas aidé? C'est, en répondant à ta question, je réponds aussi à des questions que des fois, me posent des parents qui ont un ado, qui est dans des situations d'addiction et on fait pas boire un âne qui a pas soif et Mmh. et je sais que c'est dur à entendre pour la majorité. Tu vois que ton ado ou ton père a des problèmes d'addiction, donc lui ne se rend pas compte qu'il a un problème, on peut rien faire. Il y a 2 étapes que toute personne qui rentre dans le chemin de l'abstinence doit faire, c'est accepter et admettre. Dans l'ordre, admettre et ensuite accepter qu'on a un problème. C'est comme un hôpital. Mmh. Tu arrives aux urgences, tu te fais admettre aux urgences et après on t'accepte selon ton cas aux urgences. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment le voir, je rentre en guérison, donc j'admets que j'ai un problème, donc je vais aux urgences, ensuite ils regardent et ils t'acceptent aux urgences. Et quand tu as des processus d'abstinence, il faut avoir ces 2 étapes. Mmh. Dire à quelqu'un qu'il a un problème, ben, je prends le cas d'un ancien collègue, qui s'était fait convoquer, quand je travaillais encore dans les trains, qui s'était fait convoquer parce qu'il lui, c'était encore un niveau au-dessus de moi, dans ce qu'il consommait d'alcool. Mmh. Moi, j'avais déjà arrêté. Lui, la seule réponse qu'il donnait aux ressources humaines, c'était: «J'ai le droit de faire la fête», Mmh. alors qu'il était tout le temps bourré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps bourré. Donc lui dire: «Tu as un problème d'alcool», bah, je répète, moi je viens du pays qui fait les meilleurs vins du monde, tu vois? Je Mmh. le dis avec humour, mais c'est ce que je pensais. Donc de dire à quelqu'un: «On peut», mais l'autre va pas forcément bien le prendre. On peut essayer, ça dépend comment on le dit. On peut, l'amener à aller rencontrer des personnes, qui sont sur un chemin d'abstinence aussi. Moi, je suis par exemple pas dans le jugement quand je rencontre quelqu'un, qui est là-dessus. L'amener à le rencontrer, dire: «Bah, j'aimerais te présenter quelqu'un». Heu, Moi, je vais pouvoir parler le langage d'un alcoolique et d'un drogué, parce que je sais ce que c'est et puis comme on dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. C'est très compliqué, encore plus quand c'est l'entourage, quand c'est la famille, parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions qui est dedans. Ça touche émotionnellement quand c'est son enfant ou son parent qui est là-dedans. Émotionnellement, on est pris dedans, c'est normal. Heu,
ma mère était venue me voir en spectacle, jouer, et elle m'a dit: je savais pas que tu avais autant souffert que ça». Donc elle est venue voir ton Ouais, spectacle, j'ai pas de ouais, problème, que ouais. tu as Et je parle réalisé. d'elle dans le spectacle, Ouais. je parle de mon père, tout ce que je racontais est vrai. Et elle-même a dit: «Je je m'imaginais pas, je savais pas». Mmh. Ma tante, donc sa sœur, était venue me voir et elle a dit à ma mère: «Mais c'est vrai tout ce qu'il raconte, Christian?» Et elle lui a dit: «Oui». Elle a dit: «Mais pourquoi tu nous as rien dit?» J'ai dit: «Mais personne voulait me croire». Et c'est vrai, Mmh. il y a un déni, il y a la honte là-dedans. Et je pense qu'en parler aux bonnes personnes, ça aide déjà. Mmh. Et, on peut pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Par contre, on peut sauver sa propre peau en faisant attention, en se protégeant, en allant discuter, en allant se renseigner auprès d'associations, auprès de thérapeutes, et cetera, pour dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire moi là-dedans?» C'est une question, d'énergie aussi, hein, ce qu'on va faire ressentir à l'autre. Le jugement, on n'a pas besoin de parler pour juger quelqu'un, hein. Notre énergie suffit, hein. Et je rappelle que quelqu'un qui est dans les addictions est souvent un hypersensible. Donc il sent encore plus que les autres ce qui se passe. Heu, ouais, c'est vraiment c'est pas un conseil que je donne, c'est mon expérience que je donne là-dedans. Moi, jamais personne m'a dit que j'étais, mais les regards en disaient assez. Et quand j'ai arrêté, c'est parce que j'ai vu des gens, il y a eu 2 déclics chez moi. Il y a eu le premier de me regarder vraiment dans le miroir un soir et puis de me dire: «Tu es vraiment en train de finir comme ton père et tu t'étais promis enfant que jamais, jamais, jamais tu serais comme lui et pourtant, tu fais pire que lui». Il faut du courage pour, faire ça. Oui. Et l'autre, c'était d'aller dans ces groupes, j'ai presque envie de dire dans mon cas à l'insu de mon plein gré. Et puis d'écouter des témoignages et puis des fois je pensais: «Mais comment il sait ça de moi?» Ah! Mais en fait non, il parlait de lui. Ouais, c'était des miroirs. Ouais, exactement. C'est le miroir, on y revient toujours à ce miroir, c'est à se regarder à travers les yeux de l'autre et se regarder à travers ses propres yeux. Hem, Comme je suis thérapeute, des fois je demande aux gens quand ils rentrent chez eux de se regarder vraiment dans le miroir. Et c'est un exercice qui est très compliqué. On n'est pas obligé d'être dans les addictions, hein, n'importe Ouais, qui. ouais. J'invite les gens à vraiment se regarder dans le miroir, yeux dans les yeux, et puis de commencer à dialoguer avec soi-même, quoi. C'est très intéressant ce qu'on peut voir. C'est très intéressant. Mais alors, tu reviens en Suisse, Oui, tu récupères ton job oui, dans les chemins de fer, ouais. mais aujourd'hui, tu fais un métier totalement différent. Oui, alors quand je suis rentré en Suisse, enfin, encore fait quelques années comme contrôleur. J'ai commencé à étudier parce que j'ai pas de CFC. J'ai fait mon 1er, diplôme, qui est le brevet fédéral de formateur d'adultes, que m'avait payé l'entreprise. Ensuite, je me fais des formations, dans l'hypnose comme hypnothérapeute, des formations continues à gauche et à droite. On me propose une place, pour travailler dans une gare. Je dis: «Oui, d'accord», et je finis ma carrière comme responsable de la gare, à gérer du personnel, à être chef expert au niveau national, pour les apprentis. Plein de casquettes. Je fais de la régulation du trafic ferroviaire, donc j'aiguille, les trains. Et puis, pile après 30 ans, j'ai commencé mon apprentissage le 16 août 1992 et le 16 août 2022, je démissionne. Mais entre-temps, Oui, j'imagine que tu as des apéros pour ouais. fêter. Comment ça se passe Au pour début, toi? très compliqué, parce que j'y vais pas. Ah, OK. Ouais. Il y a un isolement social qui se fait, Mmh. de protection déjà. Heu Il y a, des pertes dans les, entre guillemets, «amitiés», où, tous tes potes que tu as laissés, avec Mmh. lesquels tu faisais la fête, quand tu reviens, bah, tu es le gars chiant. Ah, ouais. Et puis tu te rends compte, en fait, que tu as plus rien à dire. Ah. Il y a plus de partage parce qu'il y a plus d'alcool, il y a plus de pétards, donc il y a plus de discussion. Il y a plus de fête, il y a voilà. Donc, ce qui m'a motivé à commencer à mettre moi en place un groupe de parole, donc, Ah! à être occupé. Et c'est souvent
Ce qu'on cherche à faire quand on est dans les addictions, avant d'arrêter, c'est de se poser la question: «Mais par quoi je vais remplacer?» Mmh. Parce que tu enlèves l'alcool, un pétard, une clope, n'importe quoi. Pose-toi la question avant, par quoi tu vas le remplacer? Parce que On est obligé? oui, l'univers a horreur du vide et si tu mets pas toi quelque chose dedans, eh ben, c'est lui qui va mettre quelque chose dedans. Donc autant le choisir soi-même. Peut Ouais. être du sport, Mmh. mais après il y a des gens qui tombent dans l'addiction au sport aussi. Donc c'est tomber dans la juste mesure, quoi. Mais est-ce que si tu as un comportement addictif, est-ce que même ça existe le comportement addictif? Se dire que tu es obligé de tout le temps avoir une addiction à quelque chose? On est addict à tellement de choses. Après, il faut savoir si cette addiction pour moi, une addiction, puis c'est pas la définition officielle, voilà, il y a autant d'addictologues que de définitions de ce que c'est une addiction, que de gouvernements, d'organisations gouvernementales ou pas. Pour moi, l'addiction, elle se résume très simplement à: si je te l'enlève, comment tu te sens? Peu Mmh. importe ce que c'est, OK. peu importe ce que c'est. Si je te l'enlève, comment tu te sens? La personne qui me dit: «Moi, je suis pas un alcoolique parce que je bois juste un verre de rouge tous les soirs à souper». Je dis: «OK, mais si je te l'enlève, comment tu te sens?» «Ah mais c'est pas la même chose». «Alors interroge-toi sur ta consommation, c'est tout». Je suis pas en train de traiter la personne d'alcoolique, Ouais, 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 ouais. mais c'est juste interroge-toi sur ta consommation. Mmh. Si tu dois faire tous les jours du sport et qu'un jour tu ne le fais pas, souvent j'entends: «Ça me manque». Interroge-toi sur ton vocabulaire. Ce qu'on cherche à atteindre en tant qu'être humain, hem, sain et non, pas sain, pardon, heu, paisible, une vie paisible, ce sera un équilibre dans tous les domaines. Ni trop peu. C'est ça, en fait. Il y a aucun, comparatif à avoir avec les autres déjà. Mmh. C'est pas parce que c'est bon pour l'autre que c'est bon pour toi. Mmh. Voilà. On peut parler de je sais pas, la dictature du poids. Tu es trop maigre, tu es trop gros. Tu es pas assez blond, tu es trop blond, et cetera, et cetera. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Moi, je ne suis pas un anti-alcool ou un anti-drogue. Au contraire, j'ai des discours très, je suis pour la légalisation et libéralisation des drogues. Mmh. L'alcool est une drogue comme une autre, elle est légale. Alors, je préfère qu'il y ait de la drogue qui soit contrôlée en termes de qualité par un organisme officiel, plutôt qu'il y ait vraiment de la saloperie qui traîne sur le marché. Et les gens deviennent accros à d'autres substances qui deviennent encore plus compliquées ensuite en termes de traitement. Toi, ça t'aurait aidé, à cette époque-là, d'avoir un cadre dans lequel tu aurais pu, consommer, certains stupéfiants ou choses? J'ai bu ma première bière à l'âge de 13 ans dans un bar à la vue de tout le monde. Mmh. Il y avait déjà des consignes, on ne sert pas d'alcool aux moins de 16 ans. Mais il y a quand même un cadre, il y a quand même hem, une grande possibilité que la personne qui travaille dans ce bar va dire: «Non, Mmh. je te sers pas d'alcool parce que c'est interdit». Dans les magasins, ça devient aussi compliqué d'acheter de l'alcool. Il y a beaucoup de travail de prévention qui a été fait, de ce côté-là. Même si je trouve inadmissible de trouver une canette de bière à 55 centimes dans un Mmh. magasin qui est donc une canette, c'est un demi-litre. Donc on parle de 1,10 € le litre de bière dans les magasins. C'est presque moins cher que de l'eau. Mmh. Ça m'interpelle. Donc de poser un cadre légal, est-ce que j'aurais aimé avoir ça? Je pense que ça m'aurait de un pas empêché de consommer parce que légal ou pas, tu trouves toujours quelqu'un qui va acheter à ta place et cetera. Mais je pense que plus on informe, mieux c'est en fait. Mmh. Et plus on donne la parole à des gens qui sont sortis pour expliquer, mieux c'est. Mmh. Parce qu'une fois de plus, on n'est pas dans le jugement. Moi, je suis pas en Mmh. train de dire l'alcool, c'est bien ou c'est mal. Pour moi, ça me convient pas. Voilà, j'ai fait l'expérience, moi, ça me convient pas. Si toi, tu as envie de consommer, consomme, mais respecte mon intégrité. Ça, c'est un des mots les plus forts pour moi, c'est mon intégrité. S'il te plaît, respecte mon intégrité. Moi, je respecte la tienne, tu as ton plaisir de consommer. Mais moi, non. Et ça a été pour moi jusqu'à refuser, par exemple, d'embrasser une femme qui a bu de l'alcool. OK. Ouais.
Le goût, l'alcool dans la bouche de l'autre qui rentre dans ta bouche et après tu as la sensation qui vient et tu te dis: «Oh, un petit verre». Ouais, c'est ça ma question, c'était par dégoût ou par peur de la tentation? La tentation, elle sera C'est toujours ça? là. Ah, Ça fait j'ai 22 ans d'abstinence, elle est toujours là. incroyable. C'est une maladie, à vie, c'est génétique aussi. Donc j'ai eu des non de nomb quand j'ai eu des grosses difficultés dans ma vie, ça a tout de suite traversé mon esprit. Allez, va te bourrer la gueule, un petit pétard pour te détendre, puis une petite ligne de coke pour remonter la pente, quoi. Mais non, je me suis fait une promesse, j'ai dit: «Non, ils gagneront pas». On va parler de la résilience parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de te demander, ce chemin de résilience. Mmh. Mais d'abord, donc le 16 août 2022, quand tu démissionnes, tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est Oui, ça? Et ouais. qu'est-ce que tu fais? Déjà, tout un processus de réflexion, de dire: «Mais est-ce que je continue ce que je suis en train de faire?» Mmh. Je gagnais super bien ma vie. J'étais cadre. J'avais un job de rêve, des collaboratrices de rêve, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'étais plus du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise. Hem, J'adorais mes clients. Je Mmh. faisais déjà, psychologue au guichet, hein, il y a beaucoup de gens, hein, qui ont besoin de parler. On le voit dans les postes, dans les guichets de gare et cetera. Ça reste des lieux très sociaux et c'était aussi un combat que j'avais où, ben, les dirigeants dans ce genre de structure disent: «On n'est pas là pour faire du social». Et pourtant, pour moi, ça a aussi un rôle social, c'est les postes, les gares et cetera. Et donc oui, je démissionne. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets au chômage aussi. Je me forme, au coaching holistique et systémique pendant une année pour avoir des outils de plus. Mmh. Et au début, je m'imagine ma vie, moitié entreprise, moitié indépendant, pour avoir cette sûreté, économique. J'ai des économies, je prends, mon deuxième pilier, cette fois pas pour partir avec mon sac à dos au Pérou, mais pour me mettre à mon compte et j'abandonne assez rapidement l'idée de me remettre en entreprise parce qu'en fait, je remarque que je ne suis plus fait pour le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai vécu avant. Ça m'a permis, bah, d'avoir plein de cartes en main, d'apprendre énormément de choses, d'occuper des fonctions super intéressantes, hein, qu'on a dit avant, en allant du contrôleur au formateur d'adultes et d'apprentis, en chargé de cours pour les apprentis, en chef expert, et puis je dis: «Non, maintenant je vais mettre ces compétences comme indépendant». Donc je dis: «Non, je j'ai pas envie de me mettre en entreprise, j'ai plus envie, quoi». Je veux bien avoir des mandats pour des entreprises, mais en tant qu'indépendant, mais plus être salarié d'une entreprise, quoi. Ça me Mmh. correspond plus, en fait, quoi. Mmh. Il faudrait vraiment que l'entreprise en question ait les mêmes valeurs que moi pour que je me rengage à un 80, à 100. Et je suis encore plus déterminé aujourd'hui, après avoir fait le chemin de Compostelle, justement. Mmh. C'est un chemin de résilience, justement. Et c'est un chemin qui m'a appris encore plus, à avoir confiance en la Mmh. vie. Mmh. Quand tu marches pendant des heures et des heures et des heures, tu te rends compte que tu as besoin de pas grand-chose, en fait. Mais dans quelle optique tu as fait ça? Parce que donc Compostelle? ouais. Il y a eu, ben, le fait de démissionner, hem, en 2023. Je me dis: «Tiens, ça fait 20 ans d'abstinence». Donc à l'aide d'une personne, on commence à monter une pièce de théâtre. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Je voulais juste faire inviter des proches et puis faire une espèce de TEDx, tu sais, 10-15 Oui, oui, minutes. je vois. Voilà. Puis ça s'est transformé en pièce de théâtre d'1 heure, tout seul sur scène, où je balance, toute ma vie sur scène, en fait, de ma Mmh. naissance jusqu'à l'âge de 27 ans, où je lève la main pour la première fois et je dis: «Bonsoir, moi c'est Christian, je suis un alcoolique et un drogué». Vraiment l'acte de rémission, quoi, Ouais. voilà, je suis un malade, quoi.
j'admets et j'accepte. Mmh. Donc ça va jusque-là. Travailler ce spectacle et c'est aussi quelque chose que je propose aussi en accompagnement maintenant pour ceux qui veulent mettre en scène leur histoire de vie. Ça a été un travail hyper profond à l'intérieur de moi. On pense qu'on a réglé nos problèmes, mais en fait, j'ai compris que nos problèmes, ils seront jamais réglés parce qu'ils seront toujours en nous. On peut pas les régler, il faut vivre avec, il faut les accepter et vivre en paix avec les difficultés qu'on a vécues dans la vie. On peut pas les effacer. Dire: «J'ai réglé mes problèmes», qu'est-ce que ça veut dire? Tu auras toujours le souvenir. Mmh. Donc c'est apprendre à vivre en paix. Suite à cette représentation qui a bouleversé non seulement celui qui était sur scène, moi, mais le public aussi, on m'a posé la question: «Christian, j'avais entendu parler de ton histoire, mais là, de la voir en scène, c'est autre chose. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais toute ta vie?» En parlant de toute ma vie, hein, tout ce que tu as vécu, je veux dire, c'est horrible et je lui ai dit: «Oui». Mmh. Donc là, tu es émue? Il y a Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je suis fier d'être là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Avant, je le cachais et j'ai dit: «Oui» parce que grâce à toutes ces expériences, je peux aider celui qui en a besoin et encore plus en tant, qu'homme parce que ils ont vraiment de la peine à montrer leurs sentiments, leurs émotions, les hommes, quoi Mmh. et ça me désole, quoi. Ils ont peur, il y a beaucoup de honte et ils sont pas beaucoup aidés Mmh. et bah, j'ouvre aussi le chemin de ce côté-là, de dire: «Regarde, je suis un mec, je chiale, je montre mes émotions et puis je me sens bien, en fait, comme Mmh. ça, quoi» Mmh. et et oui, il y a tout un cheminement de résilience derrière qui est propre bah, tout, tout, absolument tout ce que j'ai vécu, quoi, tout. Donc j'ai fait ce théâtre, j'ai fait 18 représentations, sauf erreur. Waouh! Ça a été génial parce que j'ai été autant sur Neuchâtel où j'ai passé, 1 année de ma vie pendant l'apprentissage. C'était à chaque fois boucler une boucle, un chapitre de ma vie, donc j'avais 17 ans. J'ai fait 1 année à Neuchâtel quand j'ai été muté à Neuchâtel pour raison disciplinaire. C'est la raison officielle. Officieusement, c'est parce que je picolais trop avec mes chefs. J'ai pu aller jouer en Valais, à Sierre, tout près de Montana où j'ai grandi, donc ça a aussi été très émouvant, pour moi. Jouer à Canton de Vaud aussi et puis là, la dernière de la jouer là où j'ai fait la première, c'est vraiment boucler une boucle et c'était je suis parti qu'en avril, 25. C'était janvier, février, 25, à chaque fois que je rentre sur scène, je rentre avec le sac avec lequel je suis parti en 2003. Mmh. C'est encore l'original, hein. Gros sac jaune où j'avais toutes mes affaires dedans et c'était ma maison et je dis: «Mais ça me manque, en fait. Ah! Ça me manque de partir avec le sac, puis de partir à l'aventure, quoi». Alors au début, j'avais un projet, j'ai dit: «Je repars en Amérique latine». 6 mois, 1 année, alors j'avais pas envie de prendre l'avion, je regarde combien de temps il faut pour arriver en bateau cargo, puis quand je vois le prix, je fais: «Ouais, non, déjà dépensé, je sais plus si c'est entre 150 et 200 francs par jour, quoi, être en cabine, nourri, logé, quoi. C'est tu des bateaux cargo qui font ça, puis j'ai dit: «Non, c'est quand même plus intéressant l'avion». Puis je sais pas si je vais supporter de passer autant de temps, à traverser, l'océan et une petite voix me dit: «Compostelle». Compostelle? J'ai jamais pensé de ma vie à ni je me suis même jamais intéressé au chemin de Compostelle, quoi. Puis je fais: «Ouais, ouais, pourquoi pas», comme tout le monde, je regarde Google Maps, je fais: «Ah ouais, 1 700 km, machin». Puis je dis: «Bon, bah, OK». Alors, je pars la fleur au fusil.
le 1er avril 2025. Pourquoi le 1er avril? Parce que pour moi, officiellement, c'est le premier jour de l'année, le 1er avril. Mhm. J'ai quitté la Suisse. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie en 1er avril. J'ai quitté la Suisse le 1er avril 2003. Et 22 ans après, ben, je repars un 1er avril. Et je suis parti 2 mois et demi, j'ai marché. Euh, J'arrive à Genève, 4 jours de marche, et je vois au pont du Mont Blanc, tu as une coquille par terre du chemin, Oui, du chemin de oui. Saint-Jacques, et je vois 1913 km de tête. Puis je fais quoi, 1913 km de mon Google, il me dit 1700 depuis Jonny, quoi. Quoi, ils ont rajouté des kilomètres en plus. Et puis non, en fait, le vrai chemin, bah oui, effectivement, Google, il te fait passer par des chemins les plus courts. Voilà. Ce qui fait que j'ai marché les premiers temps avec Google, où il m'a emmené sur des sentiers qui n'existaient plus. Donc c'était assez la galère, des envies d'abandon, Mais, mais qu'est-ce que je fous ici? mais ouais, justement, c'est ce que j'allais te Ouais, demander. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que ça va ouais, m'apporter de faire ça? ah ouais, Ah ouais? ouais, ouais. Mais c'est quoi qui te fait avancer? Moi, Ok. l'objectif, ma résilience, ma force, Mais pourtant, tu dis que donc l'objectif, c'est la destination. Mais le tu... chemin. C'est ça ton objectif. Dès le début? C'était le chemin. J'ai fait, je t'en ai parlé un peu, j'ai fait un reportage sur ce chemin, un documentaire où je demandais à des gens de poser une question à la prochaine personne que j'allais rencontrer. Et je le dis dans ce documentaire, je suis parti avec des questionnements, mais je connaissais pas les questions. J'avais un grand flou de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. J'avais besoin de réponses. Mhm. Et quand on est dans l'accompagnement thérapeutique, coaching, peu importe, le plus important, c'est la question, c'est pas la réponse. Parce que c'est la question qui va t'amener la réponse. Et c'est de trouver la bonne question. Te dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est trop vague comme question. Ok. C'est vraiment, faut trouver la question. C'était quoi la question alors? Qu'est-ce que c'était la question? Alors, une de mes questions, c'était, est-ce que je continue ou pas l'accompagnement avec les gens? Ah, ok. Ouais. C'était une de mes questions. Et toutes les questions qui ont été posées sur le chemin par les gens que j'interviewais m'amenaient aussi dans des réflexions. Des fois, des questions très étranges, et puis d'autres questions, c'est super profond. Et en racontant mon histoire de vie à des gens que je ne connaissais pas, Mhm. ils racontaient exactement la même chose que des gens que je connais ici. Des gens qui me sont très chers, très proches. Euh, et là, au bout d'un moment, tu es obligé de croire, en fait. Mhm. Parce que j'étais toujours en train de douter et de penser, ouais, mais s'ils disent ça de moi, c'est qu'ils sont gentils avec moi. Ils veulent pas me faire de mal. Ah. C'est parce qu'ils m'aiment bien, etc. Mais quand tu as des inconnus qui te disent exactement la même chose, tu te dis, ok, j'avais besoin, je pense, pour la dernière fois de ma vie, de tester ma foi aussi. Ok. Pas ma foi religieuse, mais vraiment ma vie spirituelle. Par 2 fois, j'ai demandé de l'aide à la Vierge de Guadalupe au Mexique. Ils l'appellent Lupita. Mhm. Et je lui disais, Lupita, là, j'ai besoin de ton aide, j'en peux plus, quoi. Et les 2 fois, j'ai de l'aide qui est arrivée, quoi, Pendant le pendant le chemin, chemin. t'en pouvais plus Ouais, je pouvais plus marcher. physiquement? Ouais, ouais. Mal aux pieds Ah, ou... c'était au-delà du mal de pied. Ah C'était, ouais? je marchais en boitant. J'en pouvais plus. Je suis parti déjà avec une tendinite et ça s'est aggravé en chemin. Ok. Et je marchais en boitant. Mais des douleurs horribles. Et les 2 fois où j'ai demandé de l'aide, la première fois, c'était Simon qui débarque de nulle part avec son tracteur. Et 10 minutes auparavant, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Envoie-moi ce que tu veux, mais j'en peux plus. Et un tracteur sorti de nulle part est apparu. Je m'étais toujours promis pendant le chemin de ne pas tendre le pouce. J'ai jamais tendu le pouce. Pourquoi?
pour tester ma foi, OK, justement, quoi. ouais, OK, Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment ma résilience, puis de dire: «Non». Par contre, je me suis dit: «S'il faut prendre un bus, tu prendras un bus, Ouais. mais pendant que tu marches, non». Et là, le tracteur s'arrête et il me dit: «Tu montes?» Non! Ouais. Ouais, j'ai pleuré, hein, devant le gaillard, hein, tellement j'étais waouh, quoi. Et il y a eu une autre fois où, toujours sur le chemin, le chemin était au bord de la route, je boitais tellement que je pense que ça pouvait, se remarquer à des kilomètres et il pleuvait aussi ce jour-là et il y a une voiture qui s'arrête, qui me dit: «Vous êtes pèlerin?» J'ai dit: «Oui». «Montez». Et ils m'ont amené jusqu'à la prochaine ville où j'ai pu aussi acheter des nouvelles chaussures de marche, Ah, parce qu'elles ouais. étaient complètement bousillées, ces chaussures. Je tairai la marque parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Non, ça a été plein de rencontres comme ça sur le chemin, de dire, j'ai besoin d'être seul, j'étais seul, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui apparaissait aussi. Donc il y a besoin de se tester, cette foi quelque part parce que j'ai toujours eu besoin à un moment donné dans ma vie de tester, les choses, de pousser les limites. Je sais que je suis jamais seul, ce qui fait partie de ma résilience aussi, c'est que quand je me relève, je sais que je suis pas seul. Mmh. Je sais qu'il y a chez les alcooliques anonymes, ils parlent de pouvoir supérieur, de force supérieure. J'y crois aussi. Mmh. Enfin non, j'y crois pas, j'ai des certitudes, là-dessus. J'en ai eu plein de preuves, dans ma vie et ça a été comme ça tout le long et ce qui était extraordinaire, aussi et j'aurai de la gratitude toute ma vie pour cette personne aussi. Je suis arrivé à Compostelle, c'est le Graal, tu arrives devant la cathédrale, j'étais arrivé à 6h30 le matin, il y avait personne, on m'avait conseillé d'arriver super tôt. J'ai profité moi tout seul de la cathédrale avant que les autres Ah, arrivent trop beau. et le lendemain, bah, je décide de continuer, jusqu'au kilomètre zéro qui s'appelle, Finistère, en Espagne, en Galicie, Finisterre et bah, le matin, je pars et après 2 heures, mon corps, il dit: «Stop». Il me dit: «Non, là, stop, basta. Tu arrives à l'auberge et puis tu continueras en bus, quoi. J'en peux plus, j'en pouvais plus». Ça faisait quand même 2 mois et demi que je marchais, quoi. Mmh. Il y avait des kilomètres, dans mes cuisses, quoi et sur le chemin, je vois une jeune fille arriver, italienne. Je dis: «Y a pas», voilà, je suis à moitié italien et elle me dit: «On marche ensemble?» Je dis: «Oui, OK» et puis, «Ah, tu viens d'où?» Donc, les questions habituelles: «Pourquoi tu fais le chemin?» et cetera. «Ah, tu viens depuis la Suisse?» Je dis: «Oui, oui, mais j'ai commencé en Suisse». Ça a souvent été l'incrédulité des gens, parce qu'il y a très peu de gens qui partent de leur domicile, en fait Mmh. et j'ai dit: «Oui, oui, je pars depuis chez moi, quoi». Waouh et tout, puis tu là: «Ouais, waouh, mais j'en peux plus». Je suis foutu. Elle, ça faisait même pas 10 jours qu'elle marchait. Elle était, allez, 27, 28 ans, j'en ai bientôt 50. Bon, l'âge, ça veut rien dire, mais il y a quand même, voilà, plus d'énergie aussi, et puis je lui dis: «Écoute, moi, arrivé à l'auberge, demain, je prends le bus, quoi». Et puis elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait: «Non». Quoi? Exactement. Je lui dis: «Oui, je prends le bus demain». Elle me fait: «Non». Mais je lui dis: «J'en peux plus, tu as vu, je boite quand je marche». Elle me dit: «Non, tu as commencé à pied, tu finis à pied et je reste avec toi». Mais d'accord, OK. Elle me dit: «Je finis avec toi le chemin, quoi». C'était drôle parce que, bah, ça a été la dernière personne que j'ai interviewée et elle a exactement le même prénom que la première personne que j'ai interviewée. C'est pas fait exprès, hein. C'est, de nouveau, ces signes de la vie avec un prénom très, marial, hein, avec Marie dedans. Donc voilà, elle m'a protégé tout le long du chemin, elle continue de me protéger, le long de ma vie Mmh. et ça a été une expérience. Tu arrives au kilomètre zéro, tu as une falaise et tu peux pas aller plus loin. Mmh. Donc tu repars dans le sens inverse. J'aurais bien voulu le refaire à pied, mais là, j'en pouvais plus Ouais. et bah, tu continues d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu effaces pas.
On peut pas effacer les chapitres de nos vies, quoi. Ils sont là. Je les regarde avec beaucoup de gratitude aujourd'hui, ça fait l'homme que je suis. Et puis je continue. Aujourd'hui, j'écris un autre chapitre de ma vie, quoi. Mmh. Et les réponses, elles sont tout le temps sur le chemin de nos vies. Que ce soit un chemin de fer, comme tu l'as dit avant, un chemin de fer, ben, tu as des aiguillages. Mmh. Tu décides d'aller sur quelle voie? La voie 1, la voie 2, la voie 3, la voie de garage, le cul-de-sac. Mais c'est tous des bons chemins. On a des expériences à faire, chemin de Compostelle, chemin de vie, Mais si on se sent bloqué, on monte quand marche. même. Hein? On reste pas sur le quai à attendre. Exact. Parce Prends que le des fois, prochain. le piège, je sais pas si c'est un piège, mais c'est on reste à quai tant qu'on n'a pas trouvé le meilleur ou même pire, on reste à quai tant qu'on n'a pas trouvé le chemin juste. Et comme tu l'as dit, tout est juste. Mais parfois on a peur de se tromper. On a peur de. Et toi, ben, j'ai l'impression que tu es monté dans plein de trains différents, si on le dit de Mhm. manière métaphorique, Mhm. mais tous t'ont donné une destination, la destination qui est le chemin, en fait. Oui. C'est ça. Ouais. Celui qui a peur, pour moi, c'est qu'il a peur de vivre. Mm. Et la vie, c'est un jeu. La vie, c'est une pièce de théâtre. Et on a tous un rôle à jouer. La question, c'est quel rôle tu veux jouer? Tu as toujours le choix. Quel rôle tu as envie de jouer dans ta vie, quoi? Celui de la personne qui a peur? Ah non, je vais attendre le prochain parce que et puis le prochain qui va arriver, non. Alors c'est le bon moment, c'est quand on décide que c'est le bon moment. Mais pour moi, c'est toujours le bon moment, toujours. Et si je sens que c'est pas le bon moment, c'est que c'est un bon moment en réalité. C'est que j'ai pris la décision que c'était pas le bon moment. Ouais, 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 ouais. Ouais, Voilà. ouais, 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 ouais. Mais c'est vraiment un mélange à l'intérieur de soi entre, ben, l'intellect, réfléchir. Heu, Quand on lit, ben, j'ai suivi un peu tes aventures aussi en vélo, si tu lis pas, ce qu'il y a sur la carte, tu vas te planter. Mhm, Voilà, c'est du pur intellect. Faire confiance à son instinct, ça suffit pas. mhm, Pour quelqu'un qui fait de la montagne, oui, il a une carte avec les dénivelés et cetera, mais il va la regarder pour trouver la bonne voie ou le bon chemin, mais il va aussi faire confiance à son instinct, qui va se développer avec le temps. Et puis il y a l'observation autour de soi, puis toujours l'observation à l'intérieur de soi-même. Mais pour avancer, comme toi tu l'as fait par exemple sur le chemin de Compostelle, tu as eu besoin d'une direction. Le soleil. Oui, c'était toujours à marcher en direction du soleil couchant. C'est quand même assez vague. Enfin, Est-ce que tu savais que tu allais être là aujourd'hui il y a un mois? non. Et moi non plus. C'est faire confiance. Qu'est-ce Mhm, que je ressens? Prends contact avec moi, qu'est-ce que je ressens? Et oui, le chemin, il y a les coquillages de Saint-Jacques qui sont tout le long du chemin, avec la flèche jaune, faut juste les suivre. ouais. Et ça aussi, j'ai remarqué sur le chemin, je l'ai souvent pris comme ma propre intégrité, le chemin. Marcher sur le chemin de mon intégrité. Et il y a des fois, j'ai eu pris des raccourcis et je me sentais pas bien. Juste pour gagner 1 kilomètre ou 2 kilomètres, je me sentais pas bien. À l'intérieur de moi, je me sentais pas bien. Et quand je revenais sur le chemin, je me sentais bien. Mhm, Je me dis: «Ah, c'est super intéressant en fait». Donc tu restes intègre avec toi-même, il peut rien se passer. Mais dès que tu essaies de faire le filou, hein, ou de tricher, mais il y a pas de triche parce que c'est un ouais, ouais, apprentissage, tu ouais, vois? ouais, Même ouais, prendre un autre chemin, c'est un bon chemin. ouais. Parce qu'il m'a fait comprendre que Mhm, mon chemin, c'était pas celui-là, c'était un autre. Et c'est la même chose avec mes chemins dans l'addiction. J'ai dû prendre ce chemin pour comprendre que c'était pas le bon chemin pour moi, mhm, mais c'était le bon chemin. mhm, Il était juste. mhm, J'ai la chance, je m'en suis sorti. Il y en a qui s'en sortent pas, mais c'est pas grave. mhm. C'est leur vie.
C'est aussi des choses, tu posais la question avant avec cette amie vis-à-vis de son père, bah, c'est le chemin de son père, c'est pas son chemin à elle. Et Mhm. mais une fois de plus, on est pris émotionnellement dedans et c'est compliqué de s'en départir, quoi. Ah, c'est quand même mon père, c'est quand même ma mère, oui, mais c'est pas toi. Mhm. Ça t'appartient pas. Qu'est-ce qui t'appartient au fond, quoi? C'est ça qui est important. Il est où ton chemin d'intégrité là-dedans, quoi? Christian, on Oui, va arriver à la fin merci de cet beaucoup. épisode de podcast. J'aimerais conclure sur le processus de, tu me l'avais écrit et ça m'a beaucoup marqué, l'alchimie, Hmm. la transformation. Est-ce que tu pourrais en parler aux personnes qui nous écoutent? Il y a Ça a beaucoup à voir avec, aussi, pour moi, ce que je t'expliquais avant, entre excuser et pardonner, en fait. Mhm. Le pardon, c'est vraiment un processus d'alchimie. C'est de transformer le plomb en or, transformer la merde qu'on a vécue en or. Hem, c'est le travail que j'aime bien dire que je fais. Je dis: «Je suis un fouteur de merde» parce que je remue la merde au fond des gens pour qu'eux-mêmes puissent la transformer en engrais et sans engrais, il y a rien qui pousse et le processus de l'alchimiste, c'est exactement ça aussi, c'est de prendre la matière brute qu'on a au fond de nous et la transformer en or. Parce qu'on est tous des êtres merveilleux, tous. Je connais aucun bébé qui est né mauvais. On a tous on a tous quelque chose de magnifique en nous. Il faut pas avoir peur d'y aller, Mhm. parce qu'on risque rien du tout. Ça fait pas mal. On va peut-être parler, pleurer, pardon, se mettre à nu émotionnellement, mais ça fait du bien après de transformer ce qu'on a à l'intérieur. Tu l'as expérimenté, à vélo, Mhm. où au début, c'est pas évident Mhm. de faire pédaler son corps tous les jours. On t'a abandonné en cours de route. Mhm. Tu te dis: «Ah, est-ce que je continue ou pas?» Tu as la peur à l'intérieur de toi, tu dis: «Mais, j'y vais pas?» Le premier jour, tu te lances et puis plus la roue tourne, plus tu te dis: «Non, mais en fait, ça va, Ouais, c'est vrai. ça fait pas mal. J'ai pas peur». Je suis pas, je veux dire, c'est pas comme si tu pars tout seul en Amazonie, quoi. Là, oui, tu auras besoin d'un guide ou dans le désert, tu auras besoin d'un guide. Là, tu pars quand même sur des lieux, des chemins qui sont indiqués, où il y a du Mhm. réseau pour ton téléphone, et cetera. Je veux dire, donc il y a plein de fausses peurs, hein, en réalité, quand on regarde, hein, dans ce processus d'alchimie. Et c'est l'histoire de ma vie, l'alchimie, c'est de transformer. J'aurais pu rester dans la colère et la haine de mon père aussi. Mhm. Et je l'ai transformé en aujourd'hui, c'est mon meilleur pote. Il est décédé, mais je lui ai pardonné Mhm. pour que moi je puisse vivre en paix. Ça ne veut pas dire que j'excuse une fois de plus tout ce qu'il nous a fait subir, Mhm. mais j'ai pardonné. Donc c'est aussi un processus d'alchimiste. C'est remercier toutes les personnes qui nous ont fait du mal parce qu'ils ont fait qui on est aujourd'hui, parce qu'on est encore vivant. Mhm. Et les seuls qui sentent pas la douleur, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est les morts. Donc tant que tu sens de la douleur, ça veut dire que tu es vivant. Mhm. Et quand tu es mort, tu sens plus de douleur. Donc tu as mal, chouette, tu es vivant. Qu'est-ce que tu en fais de cette douleur maintenant? C'est ça, qu'est-ce que tu en fais? En quoi tu vas la transformer cette douleur? Des fois, j'ai des gens qui viennent avec une oppression au niveau de la poitrine, les émotions. Je dis: «Qu'est-ce que tu veux en faire de ça? En quoi tu veux le transformer?» Mais on va aller le comprendre. Et l'alchimie, quand on dit transformer le plomb en or, quand on peut imaginer un forgeron qui va prendre une pépite de plomb et puis taper dessus, la faire chauffer, etc., pour que ça devienne une pépite d'or. C'est tout un processus qui est mécanique, qui est physique aussi. Et c'est ce qu'on doit aussi faire en nous. Il y a toute une connaissance intellectuelle pour être capable de transformer pour le forgeron. Donc, il faut faire travailler son cerveau aussi. Il ne faut pas faire travailler que ses émotions.
Parce que t'es foutu si t'es tout le temps dans l'émotionnel. J'entends des discours dire les gens sont déconnectés de leurs émotions. C'est faux. Les gens sont tout le temps dans l'émotionnel, principalement des émotions de peur, de manque, etc. C'est totalement irrationnel. Irrationnel. Alors quand on prend le temps de marcher, j'essaie d'aller marcher tous les jours, ça me pose. Mhm. Tu fais souvent du vélo maintenant, et puis tu vois qu'à quel point ça Ouais, remet les idées en à place. fond, Ça remet les idées en place. énormément. C'est de l'alchimie. C'est un processus d'alchimie parce que tu habitues ton corps à tout ton être à penser d'une autre façon aussi. Mhm. Faire du vélo ou marcher, tu as une autre relation au temps. Tu te dis, moi, les premiers jours que je suis rentré, ou même pendant le chemin, ce qui me dégoûtait les 2 premières semaines, ça me dégoûtait. C'était quand je voyais passer un train. Moi, j'étais en train de marcher et je voyais ce train et je me disais, mais en fait, en 1 heure, je suis à Genève avec le train. Et ça fait 1 semaine que je marche. Bah, de ici jusqu'à Genève, il m'a fallu 4 jours. C'est 1h30 de voiture. C'est vraiment une autre relation au temps. Mhm. Et tu profites beaucoup plus. Et aujourd'hui, je suis très serein. Je suis serein avec mon avenir, avec tout. Je suis serein. Parce que j'ai des messages à faire passer. Tu m'en donnes l'occasion. Merci beaucoup. Merci à toi. Croyez en vous, quoi. Croyez en vous. Vous êtes capable de tout, quoi. Et c'est le message de tous ces grands maîtres que la Terre a connus. Tout est en chacun de nous. Tout, absolument tout. Ah. Tout est là. Et le reste suivra, quoi. Il ne faut pas attendre que les choses elles viennent. Il faut se mettre en action. Et tant qu'on est en mouvement, sur le chemin, tu es toujours en mouvement. Que ce soit un chemin de fer, c'est un mouvement. Un chemin de terre, tu es en mouvement. Il faut se mettre en mouvement. Il ne faut pas attendre que les choses nous tombent du ciel, parce qu'elles ne tomberont jamais du ciel. Elles viendront uniquement quand tu te mets en mouvement. Quand tu dis « je veux, je suis et j'accomplis ». Christian, merci infiniment pour cet échange. Je vais écrire toutes tes informations dans la description de l'épisode. Je pense que l'épisode va sortir après ta représentation du 31 janvier. Est-ce que tu peux quand même nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as d'autres actualités? Voilà, n'hésite pas. Alors le théâtre, non, c'est la dernière. Il n'y aura pas d'autres représentations. Bien qu'il y a des gens depuis la France qui m'écrivent sur les réseaux pour dire « mais viens jouer en France ». C'est pas prévu. Une dernière, c'est une dernière. Alors je pourrais dire c'était la dernière en Suisse. Mais non, c'est pas prévu. J'ai besoin de boucler cette boucle. Mon futur immédiat pour cette année, je suis en attente de la validation d'une maison d'édition pour mon livre que j'ai terminé d'écrire sur le chemin de Compostelle, où je me suis inspiré des questions qui ont été posées durant ce documentaire. Il y a ce documentaire que je vais sortir aussi. Je suis en train de finaliser les traductions. Et puis après, le diffuser, ce documentaire. Et il y a toujours mon activité ici d'indépendant, dans l'accompagnement pour... quand des gens m'appellent, je leur passe toujours le message suivant, c'est « chez moi, c'est pour les gens qui sont prêts ». Voilà. Je suis pas... Tu viens de l'entendre à travers mon parcours de vie. Je ne suis pas quelqu'un qui brosse dans le sens du poil. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre... Si tu as besoin de quelqu'un qui va juste te mettre du baume sur le cœur, c'est pas moi. C'est pas moi. Chez moi, on va vraiment aller creuser. Et un de mes animaux totems, c'est le ver de terre. Et c'est pas pour rien, parce que je vais vraiment creuser chez les gens. Et celui qui veut aller de l'avant, il est le bienvenu chez moi à Jonny. Voilà. Ok, écoute, merci infiniment Christian pour ton partage. Je t'admirais déjà avant, mais aujourd'hui... C'est moi qui t'admire aussi. un petit peu plus. Et je me réjouis de voir ton documentaire, lire ton livre. Merci. Et je te remercie pour tout. Et oui, le théâtre, normalement, je mettrai aussi la vidéo, les captations en ligne, quoi. Oui, Voilà. super, je mettrai les liens. Voilà. Ciao. Ciao, ciao. Merci.